Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, nous allons parler des maladies occultes et le formol alimentaire. Ça sera en première partie de la chronique. En deuxième partie, il sera question des mystères aliments, médecine industrielle. Et en réflexion, nous allons parler de l'additif alimentaire. Et en page pratique, enquête OMS. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec le professeur Hermaniel Lipote à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde sur YouTube. Voilà. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la première partie de la chronique. Maladies occultes et le formol alimentaire. Pour l'instant, nous menons encore notre décryptage sur le chapitre de maladies occultes ou mystérieuses. C'est pourquoi au cours de cette édition, nous allons aborder un phénomène qui fait la une de l'actualité, le formol alimentaire. Les recherches portées sur le formol alimentaire relèvent de la science classique et en même temps de la sorcellerie moderne. À tort ou à raison, d'aucuns peuvent considérer qu'il ne s'agit pas de la science occulte logiquement parlant, mais simplement de la science livresque, bien maîtrisée des universitaires. Sauf que vouloir n'accorder son attention qu'à ce qui cadre avec vos convictions et croyances scolaires, ceci met en mal la double dimension en tout ce qui existe. Toutefois, si nous étions dans une quelconque église, nous serions en droit de conclure que le formol est une œuvre satanique. Car dans ce programme métaphysique qui se veut éthique, tout en étant sévère dans le jugement, nous pouvons dire que la découverte de ce formol serait diabolique, sorcière, comme si c'est ainsi qu'il serait raisonnable de voir la chose, en se penchant sur son côté occulte. Car toutes les sciences, même scolaires, dans leur ensemble trouvent leur origine dans les sciences occultes. Le formol alimentaire a été découvert par Hoffmann, a pour nom scientifique, le formaldéhyde. Un chimiste suisse, né le 11 janvier 1906 à Baden en Argovie et mort le 29 avril 2008 à La Bourre dans le canton de Bâle-Campagne. Il est une sorte de gaz très soluble dans l'eau. Il a une odeur irritante, préparée par oxydation ménagée du méthanol. Il fait office de la classe des additifs alimentaires avec pour code européen E240. Depuis toujours, c'est un conservateur de cadavres d'animaux et d'humains. Cependant, le formol alimentaire est utilisé dans sa forme brute gazeuse, couramment vendu en liquide. Il est aussi connu sous le nom de méthanal ou aldéhyde formique. Pour les besoins pharmaceutiques, nous vous faisons l'économie de tout ce qui a cette découverte depuis 1943. Tout de l'occulte est constitué de deux faces, négative et positive. Et la face négative s'avère dominant, là, le mal en prend le dessus, et le mystère qui en sortira va relever de la sorcellerie. S'ensuivra les pathologies ou maladies classiques telles que, la toxicité par voie aérienne et localement par exposition directe, exposition des voies respiratoires, des voies oculaires, des oreilles, des organes intestinaux et de la peau. Alors, le E240 est doublement toxique et cancérigène en cas d'ingestion. C'est pour cela qu'il est interdit dans l'Union européenne. Malheureusement, la dite interdiction s'autorise quand même les traces, maximum 0,1% selon le règlement U.E231/2012, présente dans une douzaine d'additifs autorisés. Le formol est autorisé de manière camouflée dans l'industrie alimentaire, dans tous les produits de consommation pourrissables de supermarchés, boîtes de conserve, poissons, viande, pour ne citer que ces quelques-uns. Résultat, disons que de nos jours, la sorcellerie du temps moderne nous tue à travers des maladies que nous croyons connaître, pourtant qui ne guérissent pas, parce qu'elles sont occultes, rétrogradant le fonctionnement de nos cellules et organes, du genre cancérogène. Le formol, un produit chimique courant mais dangereux, professeur Hermaniel Lipote. Mais alors, pourquoi continuer à consommer ce produit? Bon, est-ce que les gens savent qu'ils consomment ça?
ils ne savent pas. Le véritable problème, c'est que nous sommes dans une émission où nous disons des choses qui font en sorte que certaines personnes disent qu'on parle des choses qu'ils ne comprennent pas. Carrément. Comme pour dire qu'on a relevé les niveaux. Moi, je ne vois pas les niveaux. Nous parlons terre à terre, nous parlons le français du charabia même, s'il faut le dire. Pour ceux qui ont fait les hautes études, ils estiment que nous ne parlons pas du français. Nous parlons le français d'un certain genre. Des personnes qui sont un peu révoltées, des personnes qui constatent que le commun des mortels ou bien la société est tombée plus bas. C'est-à-dire le capitalisme, la recherche d'argent a confondu le bien-être à du n'importe quoi. Parce que lorsque on a son argent et qu'on se décide à manger, on a l'impression que l'alimentation traditionnelle n'a pas de sens. Alors, pour recevoir les gens, on parlait de la cuisine européenne, la cuisine moderne. Bon, ils oublient que lorsqu'on va dans le sens de recherche de comment les choses se passent, les Français eux-mêmes se plaignent qu'ils n'ont pas une cuisine française. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que la cuisine européenne ou bien alors la cuisine moderne? Ça veut dire que c'est gavé des choses qui ont été minutieusement élaborées dans des laboratoires industriels avec pour seul objectif gagner de l'argent. Alors ces laboratoires-là nourrissent des populations à travers le monde. Mais est-ce que la santé de ces populations est prise en compte? C'est comme pour dire que, alors, manger n'importe quoi pourvu que vous tombiez malade et que les autres industriels, parce que là nous sommes dans l'agroalimentaire, lorsque nous parlons de manger n'importe quoi, tant pis si vous deveniez malade, ça donne un coup de cœur à l'autre pan industriel qui s'occupe des médicaments. Comme pour dire que c'est les mêmes gens qui fabriquent des médicaments, c'est les mêmes qui sont dans l'agroalimentaire. Depuis, je crois, 1911, si j'ai bonne mémoire, avec le financement de Rockefeller, qui était un pétrolier, et qui finance l'implémentation des universités aux États-Unis, qui finance, donc là nous avons l'enseignement médical, nous avons l'enseignement vétérinaire, et l'enseignement pharmaceutique, pour donner sens à la médecine qu'on a aujourd'hui. Et c'est toujours ces mêmes financiers qui financent l'OMS. Alors donc, notre émission n'est pas scientifique dans le sens de la science universitaire, c'est-à-dire la science livresque. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas ce que nous disons souvent, sous prétexte que peut-être nous ne disons pas ce que le commun des mortels a l'habitude de suivre. Oui. Et c'est pourquoi pendant un bon bout de temps, lorsqu'on parlait des émissions, lorsque les éditions de cette émission étaient portées sur la méditation, la solution à nos problèmes, nous avons toujours dit que ce qui nous a été dit par les parents quand on était tout petit, ce que nous avons reçu du quartier, l'environnement dans lequel nous grandissions, ou ce que nous avons reçu à l'école, il ne nous est pas interdit de se questionner sur tout cela. Ce n'est pas interdit. Parce que c'est ce qui fait que les réseaux sociaux aujourd'hui ont donné une autre coloration à la communication. La communication n'est plus confisquée, parce qu'avant la communication étatique et tout était sélectionnée, et surtout pour les Africains, il fallait attendre les dépêches qui venaient de l'Europe et qui triaient qu'est-ce que nous devons savoir, qu'est-ce qui est bon pour nos oreilles, qu'est-ce qui est bon pour notre cerveau. Bon, alors maintenant, vous pouvez aller sur le net et questionner, faire une requête au niveau de Google pour connaître un certain nombre de choses. Ou alors de YouTube. La preuve, notre émission a beaucoup d'abonnés.
plus de 2000 abonnés pour une émission d'1h30, c'est pas évident. C'est pas les histoires de 5 minutes. D'accord. Voilà. Donc, la consommation de formules existe depuis, puisque quand on parle des histoires d'avant 1950, et qu'on a des aliments comme les sardines, on en consomme depuis, comment une chair du monde animal, du règne animal, peut ne pas pourrir? Bon, disons que c'est pas évident. Hein? Du tout. Voilà. Et nous, on mange une sardine dont la date de mise sur le marché peut aller à plus d'1 an. Oui. Voilà. Mais là, je voudrais comprendre, professeur Herman Lipote, un produit qui est censé conserver des cadavres, professeur Herman Lipote, on trouve dans nos fruits, dans nos viandes, des poissons, dans nos légumes, sans que on a comme impression que ça n'inquiète personne. Bon, alors, ça n'inquiète Est-ce qu'on personne. peut dire que c'est un produit diabolique? On a comme impression qu'on a endormi notre esprit. Ces produits-là, personne ne sait. Parce que lorsque la presse locale, là nous sommes au Cameroun, Oui. s'est mis à parler de formules alimentaires, moi, j'étais étonné que c'est maintenant qu'on est au courant de ça. Mais on doit comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'école occidentale s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on puisse parler les langues, leurs langues. Parce que c'est une autre forme de domination, une autre forme d'acculturation. C'est-à-dire, une langue traduit en même temps un certain état d'esprit. Si nous parlons français, le français, les Français sont essentiellement démagogiques et ironiques. Donc, en parlant leur langue, nous devenons ironiques, nous devenons démagogues. Alors, ça veut dire donc qu'on a privilégié la communication, l'enseignement sur la base de linguistique, quoi, sur la base linguistique, non sur la base du savoir. Et là, l'étudiant est un apprenant. C'est-à-dire, quand on va à l'école, c'est pour apprendre. On n'a pas le droit de comprendre ce qu'on apprend. Oui. Alors, ça fait que si tu as un état d'esprit un peu révoltant ou bien un peu du genre à vouloir aller dans le fond des choses, il peut s'avérer que vous soyez considéré comme quelqu'un qui troublait les cours. Et là, en partie de ce moment, on vous demande de sortir. Tout le monde doit être aligné à l'école comme à l'église. À l'église, lorsqu'on finit de parler, vous dites Amen. D'accord, professeur, pour revenir aux formules dans nos plats. Les formules dans nos plats ne sont pas au courant de ça. Si nous sommes au courant de ça actuellement, c'est pourquoi à l'entame de notre chronique, on a dit que l'actualité l'oblige. Mais moi, j'ai parlé des formules lorsque j'ai parlé des additifs alimentaires, lorsqu'on avait une série d'émissions sur l'alimentation spirituelle. J'ai parlé de ça. Personne n'a suivi. Parce qu'en fait, notre émission, c'est une émission qui est destinée pour des personnes attentives. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on vient de parler de formules maintenant qu'on va crier gare. Nous en mangeons depuis. Nous mangeons ça dans les sardines, nous mangeons ça dans les boîtes de conserve, nous mangeons ça dans le hamburger, nous mangeons ça dans les produits d'élevage, hein, de tout genre. Hein. Lorsque les poules, l'aviculteur donne de l'alimentation, la provende et tout aux poules, aux coqs, aux poussins et tout, nous mangeons de cette viande qui a des antibiotiques et qui rend notre corps résistant aux antibiotiques
nous mangeons des produits, des additifs alimentaires. Le formol, c'est le E240. Si je m'en tiens bien, parce que je peux avoir mal pris les chiffres. Alors, tout cela, parfois, c'est porté sur l'étiquette de certains produits alimentaires, par exemple les yaourts. Je ne dis pas que les yaourts ont le formol, je dis les E là, c'est-à-dire la codification de ces additifs alimentaires, on les trouve dans certains produits alimentaires, mais pas tous. Oui. Donc il est difficile de savoir si tu manges du formol ou pas. Bon, maintenant, si les gens qui veulent commercialiser des produits vivriers qui sortent du sol, qui ont constaté qu'en utilisant ces formules-là, ça les permet de garder longtemps ces produits vivriers, le plantain, machin et tout. Bon, et ils se mettent dans la logique de conserver ces produits alimentaires avec cet additif. C'est là que nous nous réveillons de notre sommeil en disant mais c'est quoi ça? Et surtout lorsque ça se parle, parce que ça se parle comment? C'est lorsqu'on achète ça et puis on communique à sa voisine que bon, moi j'ai acheté tel produit, lorsque je le mets je le mets en contact avec ce que je vends, ça se conserve. L'autre, ainsi de suite, et puis ça tombe dans les oreilles des personnes averties, parce que souvent même ceux qui utilisent ces produits ne sont même pas censés savoir qu'ils mettent la population en danger en les consommant. Ils pensent que ça se conserve et il ne se passera rien. Le corps va biodégrader ça, donc il n'aura pas de problème. Voilà. Je voudrais savoir, professeur Herman Eglipot, c'est-à-dire ce produit existe. Vous pensez que les Camerounais qui prennent conscience aujourd'hui du fait que c'est un produit nocif pour la santé, demain matin, commenceront à faire attention? Vous pensez vraiment ça? C'est pour ça que je dis, est-ce que ce produit, il n'est pas diabolique? Est-ce que ça ne touche pas l'esprit, le mental de l'être humain? Il y a d'abord un problème, personne ne sait qu'est-ce que c'est. Vraiment, même ceux qui achètent ne savent pas qu'est-ce que c'est, puisque dans le tiers-monde, particulièrement en Afrique, tout ce qui vient d'ailleurs est bon. Tout est bon. C'est-à-dire, tu ne peux pas demander au ministère de la Santé d'avoir à faire des tests aux vaccins qu'il vaccine les gens, et qu'il demande à ce que tout le monde soit vacciné. Les médicaments qui sont dans le réseau de l'autorisation de mise sur le marché par d'autres pays et qui arrivent ici, quelle que soit la vigilance des États africains, la pharmacovigilance des Africains ne peut pas empêcher à un produit français, par exemple, d'être vendu au Cameroun, par exemple, en Afrique. Parce que c'est grâce à ces commerces-là que la sécurité sociale de la France vit. Alors, donc, on ne peut pas tuer la possibilité de financer les Français qui sont remboursés parce que les Africains vont mourir d'un produit, non. Et le ministère de la Santé ne peut pas empêcher à ce qu'un produit français ne soit vendu dans les girons camerounais, du moins dans l'ensemble du territoire camerounais. Mais si c'est un produit camerounais, quels que soient les tests de non-toxicité, le produit va avoir les difficultés d'avoir l'autorisation de mise sur le marché parce qu'il ne doit pas faire concurrence aux produits des seigneurs. Alors, donc, ce n'est pas parce qu'on parle de formol que ça dit quelque chose à quelqu'un. La cigarette, on écrit sur le paquet de cigarettes que c'est toxique, ça fait ci, ça fait ça, sur les poumons et tout. Personne, ça ne dit rien à personne. Les gens ont même ces paquets de cigarettes dans la poche. Parce que si ils prenaient seulement les bâtons de cigarettes comme ça là, on allait dire que peut-être ils n'ont pas vu les dessins et puis la prescription, du moins le fait de déconseiller d'en fumer. Alors, donc,
c'est trop compliqué pour la population. La seule chose, c'est que ces produits ne puissent plus entrer du tout. Bon, alors maintenant, si certains produits n'entrent pas, d'autres vont entrer. Et il y a plusieurs circuits qui peuvent faire entrer des produits. On ne peut pas avoir les gendarmes partout, en tout. Bon, donc l'État peine parfois à mettre en place une possibilité de contrôler certaines choses. Voilà. Je voudrais savoir quels sont les risques du formol et comment s'en protéger, professeur Emmanuel Lipote. C'est un produit toxique et cancérogène. D'accord. Prenons ça d'abord comme ça, en dehors du fait que chaque organisme gère les additifs alimentaires à sa manière. Parce que vous pouvez boire les additifs alimentaires dans les sucreries que vous appelez les jus. Vous êtes une femme, ça vous fait des douleurs pendant votre période de règles, vous le remarquez. Une autre personne, une autre femme comme vous, ça lui fait des douleurs, mais elle ne l'a pas remarqué. Bon. Et que peut-être ces douleurs ne sont pas vives. Une autre même, ça ne lui fait aucune douleur. Aucune. Ça fait quelque chose ailleurs. Peut-être ça l'empêche de concevoir. Parce que dans ces boissons-là, par exemple, pour ce qui est de sucreries, le E102 tartrazine, c'est un additif alimentaire qui peut être abortif ou tératogène. Bon, tératogène, ça veut dire ça peut provoquer une malformation au fœtus ou ça peut aller même jusqu'à provoquer un avortement. Alors vous vous mariez, vous êtes une jeune fille, vous n'étiez pas dans une famille huppée, les sucreries vous en preniez peut-être une fois par trimestre ou lorsqu'il y a un événement, et que vous êtes maintenant madame quelqu'un, quelque part avec une ration, et avec l'argent des poches. Alors vous décidez d'en prendre chaque jour 1 litre, puisque en fait c'est 1 litre de sucre, et il n'y a même pas seulement les additifs alimentaires, il y a le sucre, qui lui seul même, c'est un produit cancérogène aussi. Ça dépend de qui en consomme et comment. Alors donc, tu en prends comme ça 1 à 2 litres par jour. Alors, non seulement ton organisme n'est pas habitué à ce genre de consommation, puisque à la base même de l'enfant jusqu'à peut-être 18 ans, 20 ans, 25 ans ou 30 ans, ou à cet âge-là que tu te maries, tu n'avais pas bu suffisamment ces histoires pour que au moins tes cellules en prennent l'habitude. Tu les choques et surprise de ces chocs-là, quelques effets nocifs vont se produire plus rapidement et plus dangereusement chez toi que chez d'autres filles. Alors donc, ça dépend. Voilà. D'accord. On va passer à la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. Le ministère de l'Alimentation et la médecine industrielle. Nous vous invitons dans la chambre secrète du ministère de l'Alimentation. C'est pour que petit à petit, vous puissiez prendre conscience de la connaissance ancestrale concernant l'alimentation. Une longue histoire qui a donné naissance à la diététique. Il s'agit de réaliser que le corps humain avait besoin de protéines, de lipides et de glucides. Cette étude peine à être écartée malgré les soubresauts des nutritionnistes qui ne cessent d'ignorer la différence entre les protéines et les protéines, celles qui concernent les glucides et le sucre, ou encore celles de l'huile et lipides. La diététique naturelle s'intéresse à tout ce que le corps peut assimiler facilement. C'est le croisement de forces de la nature en nous et celles venant des produits du sol servis en termes de nourriture par la mer, la terre, un grand apport pour la vie. Il est
probable de dire de haut des tribunes universitaires qu'une telle connaissance ne vaut pas la peine. Cela ne se comprend pas, sauf qu'on commence à réaliser que l'enseignement se doit désormais évoluer afin de sauvegarder la production des industries agroalimentaires. Le monde est tourné à l'envers. La faute a pris la place de l'erreur. L'échec officialisé en des domaines tels que la médecine. L'objectif étant de gagner de l'argent un point, un trait. C'est ce qui donne une autre orientation dans la pratique de la médecine, par exemple. La notion de la maladie ne peut que bénéficier d'une définition totalement erronée. Il va sans dire que même l'applicabilité des soins en est conséquente, puis voilà l'échec. C'est pour cela que, médicalement parlant, soigner les maladies veut dire s'attaquer aux symptômes. Le rapport entre la maladie et l'alimentation ne fait pas partie de l'enseignement prodigué dans ce milieu. Les conseils nutritionnistes vont dans tous les sens. Ici, on met l'accent sur l'alimentation équilibrée et non sur l'alimentation spirituelle. Le modèle de traitement est sous le prisme de la haute technologie et finit par donner naissance à une nouvelle médecine, la médecine industrielle. Malheureusement, celle-ci a complètement ignoré les concepts de l'époque d'Hippocrate. Pourtant, elle ne cesse de se glorifier comme étant inspirée de Hippocrate. Le pire est que seule cette médecine industrielle est mondialement officialisée. D'ailleurs, on parle plus de son côté à sensation soutenu par des instruments mis à sa disposition par les industriels. C'est ce qui fait qu'elle soit appelée médecine moderne. En toute arrogance, elle nargue, manipule les esprits avec des diagnostics de la terreur, etc. Eh bien, sachez que si vous maîtrisez l'utilisation de la notice de la vie, vous pouvez facilement savoir à tout bout de champ à quel moment vous êtes au risque de perdre votre vie. Cela se passera à travers un savoir limpide que vous permettra de réaliser rapidement que la vie est en train de vous quitter petit à petit ou au plus vite. Il n'y a aucune assurance de mieux vivre si vous ne cherchez pas à comprendre comment tout cela se passe et surtout si vous négligez les règles occultes de pureté qui sont enfuies en l'alimentation spirituelle. Professeur Herman Yeglipot, est-ce qu'on peut savoir le rapport qu'il y a entre les maladies et l'alimentation? Je pense que il y a l'alimentation spirituelle qui enseigne la connaissance de l'alimentation spirituelle nous permet d'avoir un enseignement sur 3 types d'aliments. Les aliments positifs, donc l'aliment positif qui est l'air que nous respirons. Si nous respirons l'air qui n'est pas pollué, on alimente très bien notre corps parce que l'oxygène doit aller jusqu'au niveau du cerveau. Le cerveau en a besoin. Le sang doit donc porter cet oxygène, essayer de déposer ça un peu partout. Donc, il y a l'alimentation neutre. Alors, quand on dit neutre, l'eau. L'eau entre dans les deux côtés. Parce que l'eau est au milieu. Il y a d'abord l'aliment céleste ou positif, l'air. Et puis il y a les nutriments qui sont dans la gamme de l'aliment négatif. Parce que positif,
l'air, l'oxygène, négatif les nutriments. Alors, l'eau est au milieu. Parce que l'eau a en même temps de quoi alimenter l'oxygène et en même temps de quoi alimenter les nutriments. C'est pourquoi je classe ça comme un aliment neutre. Il sert d'élément tampon pour permettre le fonctionnement de ces deux types d'aliments. Alors c'est pourquoi même dans les aliments que nous mangeons, il y a l'eau dedans. Voilà. Il peut ne pas avoir l'air, mais il doit avoir l'eau. Voilà. Donc, si nous mangeons l'aliment positif, c'est-à-dire nous savons comment utiliser la respiration, et si nous buvons de l'eau, la quantité suffisante pour pouvoir bien équilibrer notre organisme, et si dans le même temps, nous avons un bon tri des nutriments en termes de qualité et de quantité, c'est-à-dire en termes de qualité, savoir faire la différence entre les protéines et les protéines, savoir faire la différence entre l'huile et les lipides, et savoir faire la différence entre les glucides et le sucre. Alors à partir de ça, on peut avoir un bon tri des nutriments, et les nutriments seront donc cet aliment négatif, moins négatif qu'à vouloir confondre les protéines aux protides, le sucre aux glucides et l'huile aux lipides. Quand il y a une confusion dans ça, nous ne sommes pas dans la diététique forcément, nous sommes dans la nutrition. On mange équilibré, non pour satisfaire les besoins de l'organisme, mais tout simplement pour satisfaire le palais et je ne sais pas, d'autres considérations par rapport à sa formation. Bon, donc l'alimentation spirituelle tient donc compte d'une certaine façon de s'appliquer à manger de manière à ne pas transgresser les lois de la nature. Parce que le mot spirituel n'est pas ici collé à la Bible ou au Coran, mais c'est collé sur la non-agressivité de l'organisme par le biais du respect des lois de la nature dans le domaine de l'alimentation. Alors, manger en qualité, on peut dire manger bio, c'est-à-dire dans ce bio-là, je mets donc les lipides, les glucides et les protéines, totalement naturels, parce que ce n'est que dans les produits du sol qu'on peut trouver ça. On ne peut pas trouver les protéines dans la viande qu'on vend au marché, ou qu'on vend même, ou qu'on a son poulet qu'on a élevé, qu'on a laissé traîner, qui a vécu naturellement, et n'a pas suffisamment du bio en termes de protéines qui seraient présentées comme matière première à la place des protéines. Ce ne serait pas possible. Alors maintenant, on a donc une alimentation spirituelle qui permet à l'organisme de s'autocontrôler, d'où le bien-être. Là, ça évite complètement de devenir malade à cause de l'alimentation. Voilà. Et là, on va dans les aliments négatifs faire trop attention à la manière de les cuisiner et aussi à la mastication et à la quantité à consommer. Parce que même l'eau, si tu en prends tellement jusqu'à se noyer, tu meurs. Et si tu prends aussi l'air, je ne sais pas de quelle manière tu t'étouffes, mais l'alimentation qui est prise en compte, qui est connue, parce que quand on dit les aliments, les gens voient seulement les nutriments, ça, le riz, le macabo, les pissenlits, les sauces de cresson, les sauces les jambons et tout ça. Alors, tout ça aussi, quand tu en prends, plus qu'il en faut, tu n'arrives pas à digérer, il y a un problème.
Voilà. Professeur Herman Yeglipot, quels sont les inconvénients d'une alimentation avec des produits industriels? Alors, les produits industriels sont de plusieurs types. Si vous mangez des produits qui ont des additifs alimentaires, il y a là une autre donne qu'il faille qu'on étudie, qu'on appelle la nanotechnologie. C'est-à-dire, c'est des substances qui sont des nanoparticules, de petite taille, à la dimension de 10 fois plus petit que la cellule du corps de l'homme. Alors, ce qui fait que les barrières de la cellule, parce que la cellule a été, permettez le mot créé, pour que rien de plus gros ne puisse y pénétrer. Alors, ça veut donc dire que dans notre organisme, l'être vivant, qu'on appelle cellule, est de petite taille par rapport à l'environnement de l'homme, par rapport à tout ce que la nature met à la disposition de l'homme par elle-même, ne pouvant obtenir rien venant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur du corps, à pouvoir casser la barrière de la cellule, à y pénétrer, de manière à loger dans son noyau, qu'on appellerait l'ADN ou quoi. Alors donc, mais avec les nanoparticules, aussi petites qu'elles sont, elles finissent par s'injecter, s'introduire dans la cellule et perturbent le fonctionnement du noyau de la cellule, d'où la cellule peut donc développer un dysfonctionnement au niveau de l'acide principal qui est l'ADN, et le taux d'acidité étant élevé, la cellule va connaître une situation de perturbation qui peut être un cancer ou tout ce qu'on peut remarquer en médecine officielle. Voilà. D'accord. Professeur Herman Yeglipot, soigner l'homme, c'est le soigner aussi avec la nourriture. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est évident quand on sait qu'on a le formol tous les jours sur notre table, professeur Herman Yeglipot? Est-ce que c'est facile de soigner aujourd'hui? Alors, c'est compliqué. C'est pourquoi le système de santé officiel ne s'attarde pas sur deux choses. L'équilibre acido-basique. On ne veut pas en savoir, on n'en parlait pas. Hein? Oui. Bon. Et puis, une autre chose, le fait des troubles métaboliques qui peuvent venir de ce que on boit dans le cadre des boissons, des médicaments, de ceci, de cela. On n'en parle pas. Si on a des effets indésirables qui peuvent devenir pathologiques, c'est-à-dire qui peuvent créer une maladie. C'est-à-dire au départ, vous ne consommiez pas un produit, un médicament, et à ce moment, avant la prise de décision d'en consommer, parce que prescrit par un médecin par exemple, vous n'aviez pas certains troubles. Et qu'en consommant ces médicaments ou bien un médicament, les troubles commencent. Alors ces troubles, dans les pays UP, des pays qui sont des pays qui fabriquent ces médicaments, il y a des hôpitaux qui s'occupent d'intoxication des médicaments. On a fait allusion, ça plus d'une fois, du paracétamol, qui a des hôpitaux qui font les greffes du foie, sachant que le paracétamol s'attaque au foie et l'attaque en question peut, à un moment donné, irréversible, donc aller jusqu'au décès de l'individu. Bon, alors les pays africains qui n'ont pas cette chance, et donc nous on prend des médicaments en question, ou des médicaments comme des cacahuètes, pour le peu qu'on a pris l'habitude, nous sommes de la culture néocoloniale de consommation
en tout et de rien. Alors, nous, on est mal parti. On n'a pas la chance de savoir même ce que nous faisons contre notre organisme. Voilà. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'alimentation saine, On ne peut pas équilibrée, professeur? Parce qu'il faut d'abord dire une chose. On a besoin d'engrais. Oui. L'engrais, ce n'est pas un produit, comment on peut dire, innocent. Parce qu'on veut produire plus et vendre plus et gagner plus d'argent. Le matériel, une fois de plus. Voilà, on est tous. Alors, donc, l'essence de vie n'est pas prise en compte. Donc, il y a des produits, non seulement il y a le problème d'engrais, il y a les herbicides, il y a les pesticides. Tout cela contribue à la production alimentaire. Au point où même le produit vivrier qui sort du sol n'est pas innocent. Alors, on se retrouve donc dans une situation où ce qui est proposé à table, on ne sait pas jusqu'où c'est. Il n'y a pas de laboratoire dans nos maisons, parce que c'est la cuisine qui était dans l'Antiquité le premier laboratoire. Chaque maison avait un laboratoire, donc ça veut dire qu'on avait la possibilité de savoir que les pommes de terre qu'on est en train de consommer ne sont pas de bonne qualité, que tel produit alimentaire ne serait pas, et puis comment faire les mélanges, la quantité d'huile et tout. Mais aujourd'hui, l'huile ne passe même pas par le feu. Moi, j'ai vu les gens vendre un plat qu'on appelle le héros. On achète l'huile à raffiner. Cette huile qui est réputée être une huile d'hydrocarbures. On achète ça directement de la boutique, on ouvre, on décapuchonne et puis on verse directement dans la marmite en plein marché, qu'on est en train de servir les gens qui viennent manger et qui sont alignés pour acheter. Et on tourne, ça n'a même pas touché le feu, ça n'a pas... C'est-à-dire, on sert. Et lorsqu'on regarde le plat qu'on a servi, on a protégé les feuilles au profit du liquide, donc de l'huile. Et puis les gens ils boivent cette huile. Du monde animal, il n'y a que l'homme qui boit de l'huile à la cuillère. Les autres animaux prennent des produits oléagineux. Nous sommes exposés à toutes sortes, à toutes sortes de dangers, de par le fait de manque d'éducation. Parce que l'école, vraisemblablement, c'est pour avoir les diplômes et chercher du travail. Ce n'est pas pour la connaissance finalement. Et malheureusement, quand tu as le travail, tu as l'argent, tout ton argent part dans la santé. C'est-à-dire dans la médecine. Alors, et puis, ceux qui sont venus avec cette école-là ici, se vantent que sans eux, on ne serait pas intellectuel ou intellectuellement formé. Bon, mais attends, mais tout ce qu'ils font, ça leur profite. Si on fait une route, c'est pour aller là où il y a les matières premières, les chemins de fer également, tout ce qu'ils font, c'est pour... Bon, nous, on a des petits retombées de ça, d'accord? On ne peut pas dire que rien de bon n'a été observé, mais en termes de pourcentage, il y a plus de 80% à leur avantage et 20% seulement à notre avantage. Donc, on doit faire attention quand on mange, quand on achète à manger. Et pourquoi ne pas pratiquer de l'agriculture juste pour manger? Voilà, parce que si on peut avoir un petit champ même étant en ville, dans l'arrière, dans les banlieues de la ville, bon, juste pour récolter ce qu'on va manger, ça peut être nécessaire. Et puis vendre ça à des communautés, comme on a aujourd'hui des forums sur WhatsApp et tout. Bon, on peut créer des forums où ceux qui ont des produits qu'on peut taxer, des produits bio, alimentent ceux qui en ont besoin. Vous créez des restaurants où on ne vend que des produits qui n'ont pas été produits vivriers qui n'ont pas été en contact avec des engrais et tout. Pourquoi pas? Voilà. D'accord.
On va prendre la réflexion et l'évocation. Professeur Herman Yaglipote, un commentaire par rapport à cet élément? Bon, l'élément là, c'est pour s'appuyer, du moins pour appuyer ce que nous venons d'expliquer. Parce que il ne faut pas qu'on soit taxé de fou. Voilà. Et puis, les maladies qui sont les nôtres aujourd'hui, apparemment, ne guérissent pas. Avant, on guérissait les maladies. Lorsque on était dans nos traditions, lorsqu'on partait chez un guérisseur, parce que le mot guérisseur, là, c'est un vieux titre des thérapeutes. C'est-à-dire jusqu'à une certaine date, même en France, même en Allemagne, quoi, il y avait des sorciers, il y avait des guérisseurs. Il y avait des gens qui étaient considérés comme étant des guérisseurs. Bon, en Afrique alors, presque la majorité des personnes qui pratiquaient de la médecine traditionnelle étaient des guérisseurs. Ça veut dire quoi un guérisseur? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui reçoit un malade et qui l'amène à ne plus avoir cette maladie, disons, à vie. C'est-à-dire, il n'en parlera plus. Bon, ce n'est pas comme aujourd'hui, vous avez le paludisme. On vous fait comprendre que ça vient, c'est récurrent, ça revient à chaque fois. Parce que les moustiques ne veulent pas mourir, malgré toute la bagarre qu'on mène contre elles. Parce que la moustiquaire, parfois, les moustiques réussissent à y entrer et étaient piqués. Et ça, on ne dit pas l'origine du palu. Parce que le moustique n'est qu'un vecteur dans cette science-là. Alors, donc, à un moment donné, c'est-à-dire, il y a tellement de discours de la peur, hein, diligentés à l'égard des malades, sans toutefois que ces discours-là ne concordent avec les soins. Alors que les gens d'avant, lorsqu'on te disait que ton voisin t'embête, soit on mettait un dispositif, le voisin, comme un piège, était frappé, soit le voisin, non seulement il était frappé, il décédait, et puis la maladie là ne continuait plus. Voilà. Mais nos voisins des carnivores, c'est-à-dire les moustiques qui sont nos voisins aussi, parce que c'est les créatures de Dieu, qu'on pulvérise les carnivores comment où il y a toujours le palu. Alors donc il y a un problème. Voilà. D'accord. Nous allons prendre la page pratique. Professeur Herman Yaglipote, un mot par rapport à cet élément? Bon, ça c'est une double réflexion. Hein. Une double réflexion quand on parle de conflit d'intérêts au niveau de l'Europe. Hein, ça c'est les Occidentaux. Ce n'est pas quelque chose à s'amuser pour les Africains que nous sommes. Parce que nous, c'est comme si ce genre de recherche, des travaux menés à savoir comment on mène en bateau les gens et quels sont les profits que ceux qui sont appelés à pratiquer de la thérapie et ont derrière. Donc quand on parle de conflit d'intérêts, c'est-à-dire d'un côté, tu es là pour aider la population et en même temps tu es là pour aider celui qui fabrique le produit à mettre à la disposition de la population. Alors c'est des situations révoltantes. Parce que si nous parlons du monde inconnu, nous parlons de notre monde. Hein. Nous ne parlons pas d'un monde du ciel, ou alors qu'on va toujours parler de la tradition avec des canaris, des vieilles marmites et tout. Nous devons contextualiser la communication. Parce que les gens doivent comprendre ça. On doit contextualiser la communication.
Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de savoir ce qui se passe à travers le monde et que ce qui se passe ne concerne pas les autres, ça nous concerne nous aussi. Alors, si, par exemple, dans un corps sain habite une âme saine, c'est ce que dit le monde spirituel des religieux et tout, dans le domaine de la tradition, dans le domaine de la médecine traditionnelle, lorsqu'on parlait de la tradition, alors un patriarche qui vit traditionnellement a plus de force occulte pour s'auto-protéger qu'un patriarche qui vit n'importe comment. Il va développer les cancers, il va fragiliser même la barrière occulte, c'est-à-dire la possibilité que son corps a à ne pas avoir des attaques, par exemple les sorts jetés, l'envoûtement ou des pratiques de sorcellerie diligentées à son égard. Toutes ces barrières-là vont tomber parce que son système fonctionnel, c'est-à-dire son organisme, est emballé dans les déchets toxiques qui viennent et de l'alimentation importée et des médicaments et tout. Il n'a plus cette force. Parce que le tout n'est pas dire, bon, je prends les écorces et tout. Il faut prendre des écorces qui vont purifier tes cellules. Et encore que les écorces qu'on prend aujourd'hui et qui protégeaient hier, protégeaient les gens qui avaient un mode de vie différent de ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire nous qui sommes aujourd'hui avec nos écorces, nous avons un mode de vie qui est différent du mode de vie des gens d'avant. Et nos vies, nos corps étant fragilisés, il faut faire attention. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, cette émission, c'est vous qui la faites. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va prendre le SOS téléspectateur. Nous allons commencer par ce message de Carla. Professeur Herman Elipoth, merci pour l'émission. J'aimerais savoir comment purifier mon corps. En adoptant une alimentation spirituelle. C'est-à-dire dont on venait d'expliquer tout à l'heure, si elle n'a pas pris l'émission en cours, c'est-à-dire savoir respirer, faire des respirations profondes, donc faire de l'oxygène un aliment, en ayant soin de faire des pratiques respiratoires nécessaires pour purifier l'organisme, pour purifier le sang, en prenant de l'eau suffisamment et en sélectionnant des aliments, en ce sens que vous faites attention à ne pas confondre l'huile aux protéines, parce que aux lipides, à ne pas confondre des protéines aux protéines, ne pas confondre des glucides au sucre. Savoir à quel moment manger du sucre et à quel moment ne pas manger. Par exemple, celui qui prend la canne à sucre est différent de celui qui prend le sucre de la canne à sucre. Ce n'est pas la même chose, ou le sucre de betterave ou quoi. Celui qui prend les produits oléagineux, par exemple, vous prenez l'avocat qui produit de l'huile. L'huile d'avocat déjà extraite directement et l'avocat, huile, c'est deux aliments différents. L'organisme interprète les particules, les atomes et tout ce qu'il y a dans cet avocat en ce sens que c'est de la matière première et donc à lui il revient d'en transformer pour ses besoins. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien que votre alimentation aille dans le sens de se spiritualiser, de se diviniser, faites-en, mettez-en en pratique ces conseils. Voilà. Professeur Herman Elipoth, comment boire de l'eau?
Alors, l'eau, on doit en boire. Tôt le matin, vous prenez de l'eau chaude, un verre. Un verre, pourquoi? Un verre d'eau chaude le matin, pourquoi? Parce que ça aide à ce que le réveil des cellules s'efface normalement. Donc, ça va un peu réchauffer l'organisme et produire un choc en prenant directement un autre verre d'eau fraîche, c'est-à-dire des températures de l'air ambiant. Voilà. Là, c'est boire de l'eau le matin. Maintenant, le reste du temps dans la journée, il faut en prendre autant que possible. Le soir, pour certaines personnes d'un certain âge, je ne suis pas trop conseillé de boire de l'eau, sinon vous allez passer tout votre temps aux toilettes la nuit. Voilà, parce que l'eau permet aussi de purifier les reins, voilà, de les aménager pour que les neurones, les filtres des reins puissent bien fonctionner. Voilà. Ok, j'aimerais savoir si un individu est atteint d'une maladie mystique et qu'on le soigne. Pourrait-il encore être atteint de la même maladie? C'est un téléspectateur qui nous envoie ce message. Oui et non. Oui, si la personne qui l'a soigné a compris, a essayé de savoir l'origine de la maladie avant de la soigner. Non, si la personne s'est intéressée à la maladie de manière symptomatologique, comme ça se passe dans les hôpitaux. Parce que dans les hôpitaux, on ne veut pas savoir d'où vient la maladie. Tu es malade, un point, un trait, et il faut faire quelque chose. C'est tout. Professeur, je m'appelle Cynthia. J'aimerais savoir comment nourrir mes tout-petits en pleine rentrée scolaire. Alors, les enfants qui vont à l'école, c'est très compliqué. La sociabilisation des êtres humains entraîne l'assimilation, le fait de faire des choses comme tout le monde. Alors, si par exemple, on vous donne des recettes du genre donner de la farine de maïs à l'enfant sous forme du pain avec du miel et les faire boire des tisanes à base de l'eucalyptus qu'on aura sucré au miel ou alors au sucre, parce que les enfants peuvent prendre du sucre à concurrence d'une quantité raisonnable, donc pas trop sucré, parce que et ils jouent, ils ont la possibilité de gérer les glucides du genre, et qu'arrivé à l'école, les enfants du voisin ou bien les autres, leurs camarades, à la place des jus d'eucalyptus, ils prennent plutôt des colorants à partir des sucreries qu'on appelle les jus. À la longue, vont abandonner ce que vous les mettez dans les gourdes et parfois les verser pour se mettre à demander, à commander, ou bien s'ils ont l'argent des poches, je ne sais pas comment ça peut arriver, quoi. Allez, ils vont acheter aussi ce genre de boissons qu'ils appellent les jus. Donc, la sociabilisation des enfants, l'école est une bonne chose parce que ça a un caractère social qui fait que lorsqu'on dit je suis professeur, et tel professeur d'université aujourd'hui me connaît, tel autre parce qu'on a été à l'école ensemble, mais auquel cas, on ne sait pas d'où toi tu sors avec ton histoire là, parce que personne ne te connaît. Et puis quand quelqu'un est ministre, lorsque tu viens là, il sait qui c'est, il te reçoit vite, vous échangez parce que des anciens camarades de classe. Alors donc l'école a une utilité non négligeable. Mais cette utilité, c'est quelque chose d'apparent. Ce n'est pas quelque chose de fondamental. Parce que le fondament même de l'être humain, c'est sa vie. Et la vie, elle est tellement négligeable chez l'être humain depuis toujours, pour ne pas dire aujourd'hui, qu'on a l'impression que nous vivons pour... C'est-à-dire, nous ne vivons pas. Nous vivotons. Nous sommes dans la vie comme si la vie n'était pas utile à nous. Nous sommes des cafards.
hein, qu'on peut écraser à tout moment, ou bien qui peuvent se mettre à faire n'importe quoi contre soi, au détriment des choses que tout le monde trouve bon. On s'y met, et puis tant pis. Et puis c'est tant pis là, parce qu'il y a des gens, il est malade, il a le cancer. Son cancer est dû par l'alimentation, tout ce qu'il consomme et tout. Vous recevez la personne, au bout d'un moment, tu es en train de soigner la personne, au bout d'un mois, les douleurs se calment, tout marche, tout commence à marcher. Après, la personne se révolte qu'elle ne mange pas bien, elle ne mange pas bien, c'est quelle histoire ça? Bon, elle recommence à manger ce qu'elle mangeait avant et tout, ça reprend encore de plus belle, et puis c'est même mauvais quand ça commençait à aller, et puis après ça revient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si le traitement veut dire les interdictions, c'est que c'est quel genre de traitement ça? Moi, je suis plus dedans. Bête à je meurs. Et il y a d'autres gens, ils préfèrent mourir que de changer son mode de vie. Entre-temps, on parlait de Dieu. Et on ne sait pas pourquoi on existe, pourquoi on vit, et d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là, où allons-nous nous retrouver après la mort. On ne sait rien, mais on préfère mourir. Voilà. D'accord, juste rappeler que les appels se font hors antenne. Pour le moment, vous pouvez envoyer uniquement les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Professeur Herman Yaglipote, j'ai entamé un jeûne de 3 jours à sec depuis aujourd'hui. Les forces invisibles ne font que me libérer. Comment faire? Le jeûne est réparateur. Le jeûne, c'est d'abord le mode thérapeutique le plus essentiel, le plus puissant. Sauf que c'est très difficile de jeûner et de se sentir mieux. Voilà, c'est ça le problème. Sans assistance, sans qu'on ne soit accompagné. Parce que si un couplet jeûne, c'est plus facile qu'une personne qui gêne. C'est pas si facile parce que quand tu gênes seul et ton mari ne gêne pas, ou ton mari gêne, toi tu ne gênes pas, c'est comme si lui veut s'envoler et toi tu attaches une corde pour le tirer vers le bas. Voilà. Donc, mais dans ce cas, comment faire? Est-ce qu'il faut se séparer? Est-ce qu'il faut continuer à faire le jeûne? On ne va pas quitter son mari ou sa femme parce qu'elle ne fait pas ce que vous faites. Sauf si elle part dans les églises de réveil où là-bas on lui dit que parle de ton mariage parce que ton mari est un babylonien ou bien je sais pas quoi. Bon, si elle prend la décision de quitter son mariage, mais je pense que on doit se marier avec des gens sachant qu'on a une mission à accomplir dans leur vie. Il n'y a pas que un mariage où vous entendez. La seule chose du mariage, c'est de ne pas chercher à changer l'autre. Hein? Mais plutôt chercher à le comprendre. D'accord. Voilà. Mais professeur Herman Yaglipote, lorsque monsieur gêne et que madame n'est pas dans ce registre-là, comment il fait pour que son jeûne réussisse? Ça, il faut avoir une force de caractère. C'est-à-dire? C'est-à-dire savoir affronter et le jeûne d'un côté et de l'autre côté les difficultés de jeûner à côté d'une personne qui ne veut pas de ton jeûne. Parce que si monsieur jeûne, c'est quelqu'un qui sort le matin, qui part quelque part, entre guillemets, qui part au travail. Il vient à la maison, ne mange pas. Malgré qu'il ait averti que de tel jour à tel autre jour, de telle période à telle période, je vais jeûner. Alors, l'impression que madame peut avoir de cette décision serait telle que peut-être il mange ailleurs. Et cela, cette impression peut aller jusqu'à perturber la relation. Et là, si le jeûne était dans le sens spirituel, c'est-à-dire tu jeûnais pour atteindre un objectif, peut-être
ton travail bat de l'aile, peut-être ta santé, peut-être tu as des attaques occultes. Lorsque tu dors, hein, tu as l'impression que tu es au cœur même des fantômes, ou quoi, c'est pas quoi. Et qu'avec le début du jeûne, ça commence à aller, ça va finir par ne plus aller. Donc c'est là où il faut un couplet qui s'entend. Oui. Voilà, parce que là, l'entente, la convivialité dans les échanges de couple et le dialogue, parce qu'il faut que tu expliques exactement pourquoi tu gênes. Et il faut que l'autre sache prêter l'oreille à ces explications, parce que quelqu'un qui est chrétien, qui sait qu'il existe le jeûne, n'est pas forcément celui qui sait comment on gêne. Hein? Peut-être toi tu gênes d'une manière ésotérique, c'est-à-dire que le jeûne dans la pure condition hygiénique du fait de la recherche de la pureté, voilà. Mais et que le jeûne, par exemple, religieux, c'est un jeûne fantaisiste par moment, parce que on mange tôt le matin et puis on mange tard le soir. On se gave bien du repas au point à ne pas perdre le poids. Au contraire, à en prendre. Quelqu'un sort du jeûne et il a pris peut-être 5 kilos encore. Pourquoi? Parce que la solidarité de la communauté religieuse, des membres de cette communauté, voudrait que même si tu n'as pas de nourriture à cette période, tu te pointes n'importe où, on mange, allez, on t'appelle, tu manges aussi. Tu peux te pointer à 2-3 endroits et tu te gaves bien de nourriture. Voilà. Okay. Alors, professeur, comment faire un déblocage général dans la vie? Alors, le déblocage général dans la vie, ça relève de l'initiative, de l'initiation, je veux dire. Donc, il faut aller dans le sens initiatique pour y arriver. Parce qu'il y a des situations telles que, généalogiquement, c'est-à-dire tes parents, des arrière-grands-parents et tout, ont posé des actes qui retombent sur toi. Alors, tu ne peux pas te défaire de vibrations négatives qui partent de cette époque jusqu'à soi, simplement parce que tu veux te défaire, alors que tu n'as même pas la connaissance de ce qui s'est passé, hein, de ces parents-là. Ou vous n'avez même pas vu votre père. Voilà, vous n'avez pas eu à le connaître. Voilà, donc c'est trop compliqué, quoi. Ce qu'il y a, c'est de prendre conscience que quand on a des problèmes dans la vie, ça a une origine, ces problèmes-là. Et on commence à travailler son esprit, sa psychologie, dans le sens d'avoir le ressentir, d'avoir quelque part, au-dedans de soi, des révélations sur son passé antérieur. Ne serait-ce qu'au cours de cette vie, en rapport avec ses parents, ses grands-parents. En se posant la question que est-ce que c'est les retombées de mon environnement généalogique ou c'est quoi? Alors, à force de se poser cette question à chaque fois le soir avant de dormir, des révélations vont venir dans le sommeil. Voilà. D'accord. Et si votre oncle veut vous aider et ensuite il tourne pour vous aider, comment faire pour qu'il vous aide définitivement? Veuillez signer vos messages, s'il vous plaît. Le véritable problème, c'est que si quelqu'un veut vous aider, à un moment donné, il ne veut plus vous aider. Comment retourner? Soit vous n'aviez pas mérité l'aide. Parce qu'il peut avoir oublié. Oui. Hein? Et pour avoir oublié, ça veut dire que cette aide ne vous était pas destinée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse vous aider? Moi, je pense que
Et il ne faut pas forcer. Voilà. Parce que cette aide même déjà, peut-être que ça ne valait pas la peine. Voilà. Professeur, j'ai ma petite fille qui entre au lycée. Elle a du mal à retenir les cours. J'aimerais savoir si c'est possible de vous rencontrer. Je suis à Yaoundé. C'est Clotilde qui nous envoie ce message. Bon, je serai à Yaoundé pardon, samedi. Je pars vendredi, je serai à Yaoundé. À Yaoundé, je vais recevoir les gens. Et ça sera le 9. Voilà. Donc, ceux qui sont du côté de Yaoundé qui veulent me rencontrer, c'est pas interdit. Et passe un coup de fil dès demain. Oui. Voilà, comme ça, il cale le rendez-vous. Alors, on a un téléspectateur qui dit être très fatigué au réveil, professeur. Alors, les conditions sont multiples. Hein. C'est quelque chose qu'il faut étudier. Les conditions sont multiples. Ça peut être le fait de manger tard le soir. Ça peut être aussi le fait de ne pas bien se reposer. Mais dans ce cas, qu'est-ce que cette personne peut faire pour... Non, quand on se réveille le matin, qu'on est bien fatigué, on doit boire de l'eau. Hein, et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, l'eau chaude, l'eau fraîche. Oui. Hein, et on boit ça et puis on peut busquer un peu son énergie en prenant une tisane. Bon, là, il y a les calmitus où on va associer à ça dans un peu du curcuma ou un peu de gingembre. Voilà. D'accord. Professeur, j'ai rarement passé une journée sans somnoler. Que faire? Non, il faut voir si vous digérez bien. Parce qu'il y a plein de trucs. Hein. Quand on a le plein du côlon et que le fonctionnement du tube digestif commence à ne pas bien marcher, on a des fatigues injustifiées, on a soit l'insomnie ou on a la somnolence. Hein. Donc tout ça, il faut essayer de voir son hygiène de vie, comment on mange, comment on respire, comment on digère, comment on défèque. Voilà. Ok. Papa, je voulais savoir si laisser ses habits dehors peut nuire à sa santé. C'est Ivan qui nous envoie ce message. Ouais, bon, là, le soir, il faut faire entrer ses habits. Hein. Ouais. Il faut faire entrer ses habits quand il fait nuit. Au-delà du fait que vous avez peur que les voleurs ne volent vos habits, parce que peut-être vous êtes dans une barrière et que vous avez toujours laissé vos habits dehors, il faut les faire entrer. Et éviter de les poser sur les chaises. Les arranger à un endroit comme un dispositif pour les habits qui n'ont pas séché. Bon, que ça sèche ou pas, il ne faut pas les mettre sur les chaises. Voilà. Et pourquoi? Bon, souvent les habits, c'est pas bien que quand on se déshabille, on place ça sur les chaises. Les chaises, les gens s'asseyent sur ça et puis les vibrations y restent. D'ailleurs, on le reconnaît hein, parfois lorsque vous quittez, et lorsque quelqu'un quitte une chaise ou un fauteuil, vous venez vous asseoir directement, vous ressentez la chaleur. C'est comme s'il a chauffé bel et bien l'endroit où il était assis, mais parce qu'il a émis une énergie. Et cette énergie-là, ce n'est pas la vôtre. Il faut l'éviter. Et elle peut être négative comme positive, voilà. professeur. Bon, mais pas faux positif. Très souvent, les énergies que nous émettons ont toujours de la saleté, hein, de l'impureté. Et ma grand-mère me disait souvent, avant de t'asseoir sur une chaise, il faut toujours toucher. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi? Oui, il faut que... Bon, c'est un geste. D'accord. Parce que tout est symbolique. Hein. Tout est symbolique. Quand on fait le signe de croix, là, c'est symbolique. Okay. Ça signifie quelque chose. Peut-être ça signifie que tu es un bon noir et tu dois rester abruti jusqu'à ta mort.
Mais Bon, professeur, toi, tu ne sais pas. Bon, et puis tu fais ces signes de croix au nom de Dieu. Bon, donc c'est comme ça, il faut tout chercher à savoir. Je fais même des signes de croix, pourquoi? C'est ça. d'accord. Alors, nous avons ce message de Dieudonné. Je viens auprès de vous vous faire part de ma situation actuelle. Rien ne va, je suis en chômage, mon épouse vient de me quitter, aucune activité ne fonctionne. Je suis endettée. Aidez-moi s'il vous plaît, rien ne va vraiment. Que dois-je faire? Bon, alors là, je crois qu'on peut passer par la voyance pour pouvoir arriver à trouver les tenants et les aboutissants de la situation. Ça, les causes primaires de cette situation. Bon, c'est nécessaire que on passe par le scanner traditionnel. D'accord, Voilà. la voyance. On scanne la personne. D'accord, donc la personne peut appeler hors antenne, c'est ça? Par exemple, oui. D'accord. Alors, professeur, rien ne marche dans ma vie. Tout ce que j'entreprends ne marche pas, je ne comprends rien. C'est Benoît de Yaoundé. J'aimerais bien vous rencontrer du côté de Yaoundé. Oui, la personne va appeler demain et comme ça on va dire comment la personne doit se préparer pour me rencontrer. C'est quand même nécessaire. D'accord. Et on a Charles qui vit du côté de Douala qui aimerait vous rencontrer également pour une consultation, professeur Emmanuel Lipote. Appeler hors antenne à ce numéro serait nécessaire. Voilà. J'aimerais faire le test d'affinité avec ma copine. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, professeur. On appelle hors antenne et je vais indiquer comment ça se passe à la personne. Mais quand même, qu'est-ce que cette personne peut Oui, prévoir? le test d'affinité passe par le nom complet, la date de naissance exacte. Bon, comme coordonnées du sujet A, dont l'homme ou la femme, ça dépend de la personne qui demande le test d'affinité, et les coordonnées B également, et puis la première année des rencontres. Alors, c'est pour moi un motif de... On va se quitter sur ce message, professeur Emmanuel Lipote, de ce téléspectateur. C'est pour moi un motif de satisfaction réelle que de vous transmettre à tous les deux mon salut cordial. Professeur, vous avez raison, puisque en prenant mon exemple, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je consomme les aliments qu'on m'a proscrits, interdits, mon mal revient. D'accord, merci. Alors, professeur Emmanuel Lipote, on est arrivé au terme de alors, la nous abordons les maladies occultes pour arriver à la guérison spirituelle. Donc, nous savons, nous acheminons vers cela et nous remercions tous ceux qui contribuent à l'émission en nous envoyant des thèmes. Et puis, vous pouvez passer par YouTube, même si ça traîne, l'émission va venir. Vous l'aurez... Vous pourrez télécharger, vous pouvez regarder à convenance sans problème. Merci pour tout ce que vous faites comme contribution à cette émission. Voilà. Merci à vous également, professeur Emmanuel Lipote. Merci à la technique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.